Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Je te laisse démarrer, Thomas? Oui, oui, c'est parti. Allez. On est à distance, comme tout le monde. Donc, du coup, ce matin, l'objectif de cette session, c'est de vous présenter comment on peut collaborer plus efficacement à travers un outil tel qu'Mfile, de comprendre et de mettre en avant les risques qu'on retrouve de manière habituelle par rapport aux différentes problématiques liées à la gestion documentaire et au flux d'informations, et puis de voir la valeur qu'un outil comme Mfile peut apporter à travers ces différentes fonctionnalités et les bénéfices qu'on peut en tirer en termes de flux, en termes de gestion documentaire, de validation, etc. Donc pour ça, effectivement, il y aura un certain nombre de thèmes qu'on va aborder. Tout d'abord, on va dresser les constats et les risques de ce qu'on peut retrouver de manière habituelle au sein de nos différentes entreprises. Et puis après, on s'orientera sur la base de ces risques-là autour de différentes fonctions liées à Mfile et à sa mise en place et de ce que ça va apporter en termes d'atouts. Et puis on ira bien entendu passer de la théorie à la pratique en allant directement dans l'outil via des manipulations pour vous montrer comment on recherche, comment on génère de la documentation, comment on peut la diffuser, etc. etc. Et bien entendu, après, tout ça est ouvert aux questions et à l'échange pour échanger autour des différents thèmes qui seront abordés. Ok, merci Thomas. Si vous avez des questions, juste une petite précision, comme vous l'avez fait pour nous indiquer au niveau du son, n'hésitez pas à mettre des questions au fur et à mesure de la session et on y répondra à la fin de la session, par le biais du chat. Parfait, merci Thomas. Ravi de vous retrouver. On va démarrer cette présentation. Je voulais démarrer par un rapide exemple, un cas concret d'un de nos clients. Ce client s'appelle Loire Industrie. Il est basé à Saint-Chamond, dans la Loire. C'est une entreprise de 80-90 personnes à peu près, qui est une forge industrielle, qui travaille beaucoup pour le domaine aéronautique. En ce moment, ça va être un petit peu plus compliqué, mais il travaille beaucoup pour le domaine du nucléaire, la transmission et aussi également un peu pour l'automobile. Donc boîte de 80-90 personnes à peu près, très industrielle, historique, une boîte assez ancienne, chez qui on a démarré, avec laquelle on a démarré le projet Mfile fin d'année dernière, ça devait être octobre, novembre pour ces jours-là à peu près, 2019, et on a appuyé sur le bouton avec eux quelques jours avant le passage en confinement. Donc ça a été un élément très structurant et très important pour eux. Vous voyez le message de la direction sur la droite, le groupe de la direction du groupe Loire Industrie, sur la mise en œuvre d'Mfile. Donc, je répète une fois, quelques jours avant le passage en confinement, la mise en place du travail aurait été très compliquée, voire quasiment impossible, parce que c'était une structure qui était très très orientée et très structurée autour du papier. Donc, j'imprime, je mets dans une pochette, cette pochette passe d'un service à l'autre, et sur la pochette est écrit ce que je dois faire. Donc forcément, quand on est au bureau tous, ça fonctionne bien. Quand on est en télétravail et à distance, c'est terminé. Donc en quelques heures, effectivement, Loire Industrie est passé d'un mode de travail au bureau traditionnel à un mode de télétravail. Donc gros changement, et ça s'est fait sans à-coups, très naturellement. Et aujourd'hui, le processus et le flux qui est géré par Mfile, qui est l'ensemble du flux industriel et du processus industriel de Loire Industrie, qui va du devis jusqu'à la livraison en passant par toutes les interactions de tous les services de l'entreprise, se passe de manière très très fluide, sans aucun à-coup, effectivement. Et le responsable informatique, qui a mis en place Mfile, que j'ai eu très récemment au téléphone, me disait quand j'ai un utilisateur au téléphone qui m'exprime une demande, une attente, un petit problème, le temps que je l'ai au téléphone, j'ai le temps de faire la modif dans Mfile, et quand il raccroche, il a ses éléments, et l'outil est adapté à ça et a été corrigé en fonction ou a évolué en fonction de ses demandes. Donc effectivement, Loire Industrie a supprimé les impressions papier quasiment du jour au lendemain et passé en digital au niveau de son process industriel en quelques heures. Voilà cet exemple. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cet exemple, vous souhaitez qu'avec Thomas on puisse aller plus avant pour vous expliquer ce qu'on a mis en place chez eux et comment aujourd'hui
on a accompagné leur industrie dans cette migration et ce changement express. Ce sera avec grand plaisir. Je repasse la main à Thomas. Merci Vincent. Donc on commence par les constats, ce qu'on va retrouver au sein de nos différentes entreprises. Là, aujourd'hui, il y a un constat indéniable qu'on fait tous, c'est qu'on a un certain nombre de silos d'informations qui peuvent être divers et variés. On a tous des endroits où on vient stocker de la documentation et de l'information. Ça peut être du Windows, ça peut être des outils comme SharePoint, ça peut être du OneDrive, etc., etc. Et en plus de ça, on a nos outils qu'on utilise au quotidien, nos ERP, nos CRM et peut-être encore d'autres outils complémentaires qu'on utilise pour partager, collaborer, des Dropbox et autres. Donc, tout ça fait qu'un certain nombre de silos engendrent le fait qu'un même document, une même information, etc., peut être à différents endroits et que dans cet écosystème-là, il peut être compliqué de s'y retrouver et que cela engendre effectivement une information qui est non structurée et que c'est pourtant là que c'est sur cette information non structurée qu'il faudrait qu'on puisse porter notre attention et qu'il y ait un maximum de bénéfices à tirer de manière à tendre vers des choses plus fluides pour les différents collaborateurs en leur donnant les moyens pour justement fluidifier les accès avec des outils adaptés. Alors là, de manière un petit peu générique, les différents risques qu'on peut retrouver du fait de ces différents silos d'information et du fait que les collaborateurs n'ont pas forcément les moyens pour arriver à rechercher ce qu'ils recherchent, pour arriver à faire valider ce qu'ils ont besoin de faire valider, pour arriver à diffuser ce qu'ils ont besoin de diffuser, pour ne pas multiplier les documents en double et en triple. Donc ça, c'est une liste de constats, on va dire, de risques plutôt, non exhaustive, qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc du fait de ces silos, effectivement, comme je le disais, les informations peuvent être en double, en triple, et que quand on accède à un document, à une donnée, à une information, il peut y avoir des doutes sur sa fiabilité, du fait qu'on n'est pas sûr que ce soit la dernière, du fait qu'on n'est pas sûr qu'on ait été la chercher au bon endroit, etc., etc. Couplé à ça, on retrouve également un certain nombre de processus qui sont formalisés soit par de la diffusion par mail, où on fait avancer nos process par des pièces jointes dans des mails, etc., où chacun transfère le mail et ainsi de suite, et on passe à son voisin pour faire avancer. Et également, on retrouve encore un certain nombre de processus papier. Donc, tout ça fait que, indéniablement, c'est pas forcément très fluide, ça peut rester coincé. Et couplé à ça, on a une perte de visibilité sur ce qui se passe au niveau de notre processus. Le papier, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est bloqué. Le mail, il a été transféré puis retransféré, on ne sait pas qui a fait quoi, et il n'y a pas de traçabilité non plus autour de tout ça. Les silos engendrent également une information non partagée, comme on le disait. Par exemple, nos mails, aujourd'hui, on reçoit beaucoup de mails dans lesquels il y a un certain nombre d'informations intéressantes et importantes qu'on pourrait partager et mettre à disposition de nos différents collaborateurs. Donc aujourd'hui, ces différents silos font qu'il y a un certain nombre d'informations et de données qui restent coincées à des endroits et qui ne sont pas forcément partagées ou qui le sont de manière complexe. Alors effectivement, après, avec les différents outils qu'on a entre les mains pour travailler et du fait qu'il n'y a pas forcément de lien et de chaîne numérique continue dans tout ça, on va aussi avoir un certain nombre de resaisies à faire pour stocker une information dans un premier endroit, puis dans un deuxième, de manière à ce que l'information soit diffusée partout, alors qu'on pourrait avoir un point d'entrée unique et ne plus avoir à faire ces différentes resaisies-là. Et puis le dernier point qui est d'actualité, c'est l'accès aux données à distance et en toute sécurité. C'est jusqu'à hier, on travaillait dans un contexte, on va dire, réseau industriel au sein des entreprises. Beaucoup d'entre nous sont partis travailler à la maison du fait du contexte actuel et un certain nombre de sociétés se sont posé la question de savoir comment on pouvait simplement avoir accès à nos données et documents et informations de l'entreprise avec des outils adaptés. Dans un contexte de travail à distance. Donc l'idée de la session là, c'est de travailler autour de ces différents points-là et de voir comment on peut les adresser simplement et les optimiser pour avoir quelque chose de plus fluide, plus continu et surtout une source de données unique où chaque collaborateur peut venir collaborer, partager avec les fonctionnalités qui vont bien. Et tout ça, on va le faire avec un outil tel qu'M5, par exemple, qui lui va se positionner et s'intégrer à l'intérieur du système d'information de l'entreprise. C'est un outil avec lequel il y aura du lien avec le système d'information existant, comme les ERP, comme le CRM et d'autres,
de manière à pouvoir récupérer des clients, récupérer des contacts et tout ce qu'on peut imaginer qui gravite autour de ces différents outils-là au sein d'M5 pour pouvoir venir leur associer de la documentation et puis gérer des processus en lien direct dans M5, mais en lien direct avec les autres outils du système d'information. Donc M5 va faire le pont entre ces différents outils-là, ce qui va avoir pour objectif de faire grandir la collaboration, de s'affranchir de tous les risques de ce qu'on a vu juste auparavant, et puis de s'affranchir également de toutes ces ruptures de flux, de supprimer toutes ces ressaisies, etc., etc. Donc avec M-Files, aujourd'hui, quand on est dans un mode de collaboration, de travail plutôt, on va dire Windows, on a plutôt l'habitude de venir stocker nos documents dans des répertoires et de reconstruire un chemin d'accès en venant stocker le document dans un répertoire 1, puis 2, puis 3, et de créer une arborescence Windows comme ça, ce qui effectivement est complexe en termes de recherche, en termes d'unicité de l'information, etc. Et aujourd'hui, on se pose la question du où quand on recherche, avec des systèmes comme Windows par exemple actuellement. Donc on est obligé de se poser la question de savoir où est-ce qu'on a pu mettre le document, ou où est-ce que notre collègue a mis ce document-là, pour pouvoir venir le rechercher et d'aller descendre dans l'arborescence et peut-être par bonheur de venir trouver le document. Donc l'approche d'M-Files est de se poser la question plutôt du quoi et donc de ce qu'on cherche à travers des mots-clés, à travers de ce qu'on a à l'esprit par rapport à ce qu'on est en train de rechercher. Je recherche un document de tel type pour tel client qui correspondait à telle date ou tel projet, etc. Donc moyennant ces informations qu'on a en termes de points d'entrée de recherche, mais on va plutôt se poser la question du quoi pour pouvoir venir rechercher une donnée, une information, quelque chose, et d'utiliser ces moyens de recherche, ces mots-clés de recherche pour pouvoir accéder à l'information directement. Voilà, les informations génériques sont passées. On va rentrer un petit peu plus dans le concret maintenant à travers l'outil. Donc, on va dérouler les grandes fonctionnalités du produit, on va dire, de manière théorique, et puis après on ira dans la pratique. Donc, une des premières fonctionnalités majeures d'M-Files, c'est la recherche. Les recherches, vous allez voir tout à l'heure qu'en utilisant simplement des mots-clés, simplement quelque chose qu'on a à l'esprit, on va utiliser ce fameux quoi pour pouvoir aller rechercher de l'information. Donc, on peut utiliser des mots-clés, on peut utiliser les propriétés du document, on peut utiliser aussi le contenu à l'intérieur du document. Aujourd'hui, quand on écrit un compte-rendu ou quelque chose de ce style-là, il y a un certain nombre d'informations également importantes à l'intérieur du document, dans le texte lui-même qui est saisi. Donc, on peut aussi exploiter ce texte-là à l'intérieur d'un document Word, PDF, etc., pour pouvoir aboutir à un résultat de recherche. Donc, on va le voir, quand vous allez rechercher, on va utiliser un certain nombre de mots-clés pour pouvoir venir rechercher. Il y a un résultat qui s'affiche par scoring. Ça veut dire que M-Files va trier les résultats dans un ordre de priorité qui vont s'afficher à l'utilisateur, et plus le score est élevé, plus le résultat est pertinent à afficher à l'utilisateur. Voilà. Donc ce qu'on a à l'écran ici, c'est M-Files. Donc il y a un certain nombre de zones, on va dire, dans cette interface utilisateur. Je vais les balayer rapidement pour poser le contexte, si on va se balader dans le produit, qu'on puisse s'y repérer. Donc, dans la partie naviguer, ici, ce sont ce qu'on appelle des vues. Donc, on verra tout à l'heure que les vues permettent également d'aboutir à un résultat de recherche préconfiguré. Ça veut dire que je vais rechercher tout de suite mes plans, je double-clique et j'ai mes plans. Et les vues vont permettre aussi d'avoir quelque chose de plus filtré, on va dire. Je recherche mes plans par type de plan, par client, etc. Moyennant 3, 4, enfin, autant de critères qu'on peut imaginer, et d'avoir le résultat de recherche qui vont. En dessous, vous avez ici la zone affectée à moi. La zone affectée à moi, ce sont des tâches qui me sont attribuées dans les différents processus de l'entreprise. Ce sont des choses que j'ai à faire, que je vais devoir faire pour pouvoir faire avancer les processus. Processus projet, processus de validation, processus de diffusion, enfin tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qui sont en format papier ou format mail qu'on pourrait formaliser d'un point de vue numérique. Récemment accédé par moi, ici, ce sont les différents documents sur lesquels j'ai travaillé, qui me sont proposés ici en termes de raccourcis. En haut à droite, il y a un calendrier qui veut dire que quand vous avez des tâches qui vous sont attribuées dans les projets, les tâches de validation, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de tâches à faire au sein de l'entreprise, elles s'affichent dans votre calendrier à date, qui permet d'avoir un mémo sur des choses qu'on a à faire. Donc comment on recherche ici, comme on le disait, on va pouvoir taper un certain nombre de mots-clés
Hein, donc, on va taper des mots-clés ici. Bon, voilà, ici, je tape quad, par exemple. Et le système affiche un certain nombre de documents en termes de résultats de recherche. Donc, si on agrandit un petit peu ici, on voit le score qui est affiché. Donc, plus le résultat est élevé au niveau du scoring, mais plus le résultat est pertinent. Ce qui veut dire que quand on prend un document, par exemple ici, le système utilise le mot-clé qu'on est venu rechercher dans le nom du document, dans les propriétés du document. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont les propriétés du document qui sont personnalisables, mais également à l'intérieur du document. Donc là, on a une visionneuse intégrée qui permet d'aller voir le document lui-même. Et voilà, il est probable qu'ici, en fait, à l'intérieur du PDF en lui-même, ce mot-clé a été détecté, en fait, qui fait que le document PDF fait partie du résultat de recherche et le score est calculé par rapport à toute cette pertinence du fait de retrouver le mot à l'intérieur du document, dans les propriétés, dans le nom du document lui-même, etc., etc. Une autre manière de faire de la recherche, toujours avec ces fameux mots-clés et ce fameux quoi de ce qu'on a à l'esprit, de ce qu'on veut retrouver, est d'utiliser les propriétés du document. Donc, par exemple, je dis, je vais rechercher mes documents dont la classe, donc une classe dans M-Files, c'est un type de document, on va dire. Donc, je vais rechercher mes documents qui sont de type contrat ou accord, puisque c'est ce que j'ai à l'esprit que je vais rechercher. Donc, je lance la recherche dans mon système. Donc là, j'ai 13 résultats de recherche qui sont bien des types uniquement de contrat ou accord parce que c'est ce que je voulais rechercher, qui sont des contrats pour tout client confondu, qui ont différents niveaux de maturité ici. Certains sont signés numériquement, certains sont juste approuvés, certains sont encore en stade d'ébauche et de rédaction, par exemple, ici. Et bien entendu, on peut venir insérer d'autres colonnes. Si, je ne sais pas, la notion de client, on va dire la notion de client est quelque chose qui est importante pour vous, eh bien, on peut venir rajouter la notion de client ici. Voilà. Donc là, les contrats sont liés à différents clients, Renault, TF1, Total, etc., etc. Donc on peut aussi venir afficher un certain nombre de colonnes pour venir affiner notre recherche. Et on peut du moins poursuivre notre recherche en complétant et en affinant, en lui disant, moi je recherche uniquement les contrats ou accords, mais qui sont dans une étape, par exemple, signée numériquement, on va dire. Et au lieu des 13 documents, maintenant j'en ai plus que 9. Tout ce qui était approuvé ou en stade d'ébauche est fixé au niveau de l'affichage et j'aboutis ici à un résultat de recherche filtré sur uniquement 9 documents. Et je peux poursuivre comme ça avec le client, avec les dates, avec le projet éventuellement auquel serait lié ce contrat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre manière de faire de la recherche. Et enfin, une troisième manière de faire de la recherche, c'est de partir de quelque chose d'un petit peu plus générique. On se dit, voilà, je recherche mes documents. Je recherche mes documents par classe, donc par type de document. Donc là, je retrouve tous les types de documents de l'entreprise, moyennant les droits d'accès qui me sont octroyés, bien entendu. Je recherche mes documents de type contrat ou accord. Je veux voir mes contrats expirés. Je veux voir mes contrats valides ou je veux voir tous mes contrats. C'est au choix. C'est un choix que je fais dans ma recherche. Et là, ici, je vois tous mes contrats. Voilà, avec leurs différents niveaux de maturité, leurs clients, leur date de modification. Et je vais aussi venir rajouter un certain nombre de colonnes en fonction de mes besoins. Peut-être que le projet, ici, on voit que le projet d'étude Feeling se jette là. Et il y a un projet étude Feeling se jette qu'on voit ici, là. Peut-être que cette information est importante pour moi, mais effectivement, je peux simplement le rajouter sous forme de colonne. Et encore une fois, si on travaille par exemple dans un mode projet, il est possible d'aller créer une vue où je recherche mes projets et là, instantanément, je vois les différents projets, les contacts auxquels ils sont liés, les chefs de projet. Je peux poursuivre en disant je veux filtrer par client, si je le souhaite, ici. Et je peux très bien m'arrêter là en disant, voilà, ce projet-là, moi, m'intéresse. Ici, je le sélectionne. J'ai un certain nombre de propriétés dans l'écran à droite. Et en bas, je vais retrouver la décomposition de ce projet et de tous les documents et éléments qui constituent ce projet-là. Donc là, typiquement, je retrouve ces documents. Il y en a 4. Encore une fois, on peut rajouter les colonnes en termes d'informations dont on n'a rien besoin. Ici, j'ai les informations de qualité du projet. Donc là, il y a 2 non-conformités qui sont liées à ce projet-là. J'ai un plan, j'ai des tâches
au niveau de ce projet-là. Donc, il y a 3 tâches en cours, hein, rédaction notice, test électrique de la machine, etc., etc. Du SAV, éventuellement les emails, comme on le disait tout à l'heure. Donc, les emails qui font partie des silos d'information et qui restent souvent coincés dans nos messageries. On verra tout à l'heure, on peut aisément les mettre en fait dans M-Files en lien avec un projet, avec un client, pour apporter de la valeur autour de notre projet et de l'information autour de celui-ci pour nous, pour nos collaborateurs. Voilà, donc vous avez compris que par rapport à tout ce qu'on vient de voir au niveau recherche, en quelques clics, en fait, ici, simplement, on accède à un résultat de recherche. Et pour accéder à ce résultat de recherche, on a vu qu'on allait exploiter les propriétés. Propriétés, on appelle ça aussi des métadonnées. Et ces métadonnées, en fait, elles vont constituer les caractéristiques du document, du client, du projet, etc. et vont décrire justement ces éléments-là. Et tout cela est personnalisable, hein, bien entendu, et ces éléments, ces propriétés, quand on parle de clients, de fournisseurs, etc., ce sont des choses aussi qui peuvent arriver de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est tout à fait envisageable de se dire, et d'être dans un schéma où on a un ERP ou un CRM, par exemple, et de se dire, mon ERP ou mon CRM, mon ERP, on va dire, est maître de mes clients, par exemple, est maître de mes fournisseurs. Ça veut dire que c'est dans ce système-là qu'on gère les modifications, la création de nos clients. La M-File est en capacité, via une connexion à l'ERP, de venir récupérer en fait la liste de vos clients, la liste de fournisseurs, des contacts, tout ce qu'on peut imaginer qui tourne dans un ERP, les non-conformités, les commandes, les affaires, etc. Et de retrouver ça en fait dans M-Files pour pouvoir venir associer de la documentation, des workflows, de la collaboration supplémentaire à travers ce client-là sans ressaisie. En fait, c'est un lien direct qui est fait entre M-Files et le système externe ERP en l'occurrence pour pouvoir venir rechercher le client dans l'ERP et le proposer dans M-Files pour leur associer de la documentation et des workflows, comme je l'ai dit. Donc, si on va voir dans M-Files comment cela fonctionne. Donc, il va falloir créer, avant d'exploiter les recherches, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments dans la base. Donc, pour ça, on va venir créer des documents ou des clients, des non-conformités, des éléments liés à la qualité, au SAV, au processus RH, au processus achat, etc., etc., en fonction de nos besoins. Là, on part sur l'exemple de la création d'un document, pardon. Donc ici, on va avoir ce qu'on appelle un plan de classement où on va avoir un certain nombre de types de documents qui sont proposés à l'utilisateur pour le guider dans la création de son nouveau document. Donc on va rester sur l'exemple de la création de notre contrat ou accord. Donc on va partir du principe où on crée un contrat ou accord. Ici, j'ai un modèle, d'accord, qui est mis à disposition. Donc les modèles de documents font que peu importe la personne dans l'entreprise qui va venir créer un nouveau contrat, on va tous utiliser la même trame documentaire. Et on n'a plus la question à se poser de où aller chercher le modèle, est-ce que c'est bon, est-ce qu'il est bien à jour, est-ce que les CGV sont bien les bonnes, etc., etc. Et là, on n'a plus ces questions-là à se poser. On crée notre contrat, on a un ou plusieurs modèles de cas échéants qui sont mis à disposition, et on est sûr qu'ils sont à jour, et on les exploite en tant que tels, et notre document ensuite va venir se compléter directement sur la base de ce modèle-là. Donc, partant de là, on va avoir un certain nombre de propriétés obligatoires ou facultatives qui sont à compléter. Donc, on va devoir mettre un titre, sachant que toutes ces propriétés-là sont entièrement personnalisables. Ici, ce qu'on voit, c'est un exemple, simplement. Et ces propriétés-là sont différentes d'une entreprise à l'autre en fonction des besoins de chacun et vont permettre de décrire le document et d'utiliser le fameux quoi de tout à l'heure en termes de recherche. Donc, quel est le type de mon contrat? On va dire que c'est un contrat de projet, par exemple. Quel est le projet? Imaginons que je travaille dans un mode projet au sein de ma société. Quel est le projet auquel est lié ce contrat-là? On va dire, par exemple, c'est un projet de conception de quad. Et on voit qu'il peut y avoir une certaine intelligence au niveau des propriétés. Ici, par exemple, j'ai sélectionné un projet et le client est venu se mettre à jour tout seul puisque le client est déjà associé à ce projet-là. Donc, M-Files gère l'intelligence au niveau des propriétés pour aller vite dans la saisie de ces informations-là. Ça peut être des dates, hein, comme la date du document, quelle est l'échéance, par exemple, du contrat. Ça peut être des mots-clés, ça peut être des listes, comme celle-ci. Et cette liste-là, la liste d'articles, par exemple, comme je le disais tout à l'heure pour les clients en lien avec mon ERP,
cette liste d'articles-là, dans laquelle je viens fouiller en tapant table ici de manière à filtrer que ce qui contient table. C'est une liste qui est issue de mon ERP qui me présente les articles qui sont gérés par mon ERP pour que moi, je puisse venir associer ce document-là à un article qui est géré par mon ERP. Et de ce fait-là, j'ai une liaison directe entre mon document et mon article qui est géré par mon ERP. Je n'ai pas eu à ressaisir mes articles dans mon système ici. Simplement avec une connexion, je suis venu les récupérer et dans mon schéma, ici, je pars du principe que c'est mon ERP qui est maître de mes articles. Mfile ne fait que récupérer la liste des articles pour pouvoir venir leur associer de la documentation, de l'information et des process. Donc là, on va prendre cet article-là. Bien entendu, ça peut être des rapports de 1 à N, c'est-à-dire un même document peut être associé à plusieurs articles, plusieurs clients, etc. Il n'y a pas de souci pour faire ça. Et ici, on le verra tout à l'heure en fin de session, je vois que mon workflow d'approbation des contrats se lance automatiquement et que mon contrat vient se mettre dans un stade d'ébauche. Donc je viens créer mon document ici, une fois avoir complété mes différentes propriétés. Donc comme je le disais, un certain nombre d'informations sont venues se mettre à jour à l'intérieur du document par rapport à la mise en page du contrat qui avait été effectué au niveau du modèle. Donc tout ce qui est en gris un petit peu plus foncé, on va dire, sont des informations qui sont venues se compléter automatiquement à l'intérieur de ce contrat-là, moyennant la mise en page en fait. Une fois que vous êtes dans l'environnement Word, vous avez bien entendu tout le loisir ici avec la barre d'intégration Word ou Excel ou autre, on va dire dans l'environnement Office au sens large. Vous avez ici la barre d'information qui permet d'aller enregistrer, d'aller ouvrir dans Mfile pour lancer des recherches, d'aller faire de la comparaison de plusieurs documents. Imaginons vous avez un document en version 1 et en version 12, vous voulez comparer ces deux versions pour vérifier quelle est la nature des modifications entre ces deux versions 1 et 12, eh bien vous allez pouvoir déclencher ça grâce aux fonctions qui sont disponibles dans la barre d'intégration Office ici. Vous pouvez insérer des propriétés, en imaginant que voilà, vous voulez rajouter l'échéance du contrat quelque part ici, là. Après, vous êtes à l'intérieur d'un document Word, donc il est tout à fait possible d'utiliser les propriétés pour pouvoir venir compléter notre document avec la valeur de tout ce que les propriétés vont apporter. Et de manière classique, en fait, on ne vient pas perturber l'utilisateur au niveau de son usage quotidien par rapport à ce qu'il connaît déjà dans son environnement Office. Il fait ce qu'il a à faire et une fois qu'il quitte, simplement il dit oui, c'est terminé pour moi et le document en fait est disponible ici dans le coffre Mfile avec les propriétés, l'aperçu du document qui est là et on va l'exploiter et derrière il y a du lien avec le projet, il y a du lien avec le client, tout ça on le verra tout à l'heure. Une autre manière de venir associer de la donnée de l'information et des documents dans Mfile. Alors bien entendu, le JC déposé va marcher, mais un autre moyen fort, c'est d'utiliser nos messageries, où ici on va avoir un certain nombre d'emails, comme on le disait tout à l'heure. On a des emails qui nous arrivent et le contenu de l'email en lui-même peut être intéressant, la pièce jointe ou les pièces jointes des emails en eux-mêmes peuvent être intéressants également. Donc dans ces cas-là, le principe est de se dire on va exploiter ces informations-là et on va les mettre à disposition, toujours pour collaborer, pour mettre de l'information à disposition en lien avec un projet, en lien avec un client, avec tout un tas d'autres informations, de manière à ce que derrière, quand on dise qu'est-ce qui s'était passé sur ce projet-là à cette date-là, on puisse se référer, par exemple, à un email en disant voilà ce qu'on avait reçu du client à telle date, et ce qu'on a fait sur la base de cet email-là, et voilà les pièces jointes qui étaient jointes à cet email-là. Donc au même titre, en fait, vous avez une barre d'intégration, quand vous êtes dans votre messagerie ici, pour pouvoir venir associer un email et ces pièces jointes dans Mfile. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser le point d'entrée Mfile ici, disponible en fait dans la partie gauche de la messagerie, où je retrouve mon coffre. En fait, mon coffre, c'est mon environnement de travail Mfile. Ici, je suis venu me créer des répertoires dans Outlook, cahier des charges, factures fournisseurs, nouveaux contrats, etc. Pour aller vite, en fait, dans l'association de ces informations-là vers Mfile. Donc là, simplement, je prends, je glisse, je dépose. Partant du principe que c'est un cahier des charges, on va dire, on va le lâcher dans cahier des charges, ici. Voilà. Donc après, encore une fois, il y a un certain nombre de propriétés intelligentes qui vont venir se compléter toutes seules. En fait, ici, les deux contacts donc, que vous avez affichés ici, Thomas Huette et Vincent Roche, sont deux contacts associés dans Mfile au client Feelings. Qui fait que, en fait, ce sont des informations qui, de par l'émetteur et le récepteur du message, s'affichent automatiquement ici dans la carte d'identité de notre email. En complément de ça, on est également en fait associé à
associé à un client, en fait, client PMI, ici Renault Véhicule Industriel, qui est un client qui est issu de mon ERP. Et donc là, le système me propose en disant, voilà, toi, je sais que tu viens de recevoir un email, tu es également contact de ce client-là parce que je le sais dans M-Files à travers la fiche client qui est récupérée de l'ERP vers M-Files. Est-ce que tu souhaites que j'associe ce client-là ici en termes de propriété pour aller vite? Et toujours encore une fois, si on travaille dans un mode projet, ben on se dit, tiens, je viens associer cet email-là à un projet, par exemple. Et on peut tout à fait imaginer créer une branche ici, non pas cahier des charges, mais plutôt orienté projet, orienté client, pour pouvoir faire du glisser-déposer de manière à avoir les projets et les clients qui viennent se compléter automatiquement ici en termes de propriété. Voilà, l'email est parti. Et ici, bien entendu, il y a plusieurs possibilités. J'ai été vite, mais dans l'idée, soit le mail en lui-même, c'est-à-dire le contenu est intéressant, soit la pièce jointe est intéressante, soit les deux. Donc en fait, il y a ces trois possibilités dans les files. C'est de ne stocker et de mettre à disposition que l'email, que la pièce jointe, ou bien les deux. Donc voilà, toute la valeur que vont apporter ces propriétés, hein, pour pouvoir les exploiter par la suite. D'un point de vue de dimension collaborative, on l'a vu, on va exploiter nos outils habituels en fait sans ressaisie pour pouvoir mettre de l'information autour de nos clients, nos fournisseurs, nos projets, nos contacts, etc. On va aussi pouvoir annoter les documents, ce qui est important. Aujourd'hui, le document, il a ses propriétés, on l'a vu, il est associé à un projet par exemple. On va aussi pouvoir venir annoter un document à l'intérieur pour pouvoir apporter du contenu et de la valeur supplémentaire à un document. On peut aussi faire de l'assignation de tâches, c'est-à-dire que dans des workflows, dans des processus de validation du contrat, par exemple, de tout à l'heure, on peut avoir des tâches qui nous sont attribuées et faire ces tâches-là. Et après, on va être en mesure de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur ce contrat-là, qui a fait quoi, quand, comment, et d'avoir toute la traçabilité à disposition. Il y a une liaison très étroite avec le monde Office et les autres systèmes d'information. Ça, on l'a compris, hein, à travers les liaisons ERP, CRM, GMAO et l'intégration avec les barres files dans le monde Office. Hein. La dimension collaborative, elle va aussi passer par la formalisation des processus qui sont aujourd'hui papier ou par mail via des workflows. Donc, on verra un workflow tout à l'heure où on va construire en fait des séquences les unes à la suite des autres pour dire voilà, l'étape 1 c'est ça, l'étape 2 c'est ça, et on va numériser des processus en fait qui sont souvent papier ou par mail comme on le disait tout à l'heure, ou même oral, de manière à digitaliser toute cette partie-là. Et bien entendu, une des fortes dimensions collaboratives d'M-File, c'est d'intégrer en fait nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs, nos sous-traitants, tout l'écosystème qui gravite autour de l'entreprise à l'intérieur de cette sphère-là, parce que eux aussi, en termes de données d'entrée, nous apportent des informations, et en termes de données de sortie, on leur met aussi un certain nombre d'informations à disposition et de documents. Donc l'intérêt d'M-File, c'est de faciliter cette rentrée d'informations et cette sortie d'informations pour mettre à disposition toutes nos données à jour et structurées à nos fournisseurs, à nos clients, à nos sous-traitants, etc., etc. Donc dans M-File, voilà, comme on le disait ici, si on prend un document, par exemple, on va prendre ici on va prendre un PDF qu'on a en visu ici. On peut venir ajouter des nouvelles annotations. Donc ça peut être soit des petites infobulles ici qui vont venir rester autour du PDF pour pouvoir apporter de l'information supplémentaire. On peut rajouter des tampons, par exemple, ici, si on les souhaite. De manière, encore une fois, à venir ajouter de l'information complémentaire par rapport à notre draft. Ou enfin, du moins, le document qu'on a ici sous les yeux. Ensuite, on a parlé du calendrier tout à l'heure. Donc, si on vient voir sur le mois de mars, par exemple, ici, on a un certain nombre de tâches qui nous sont assignées. Donc là, j'ai une facture fournisseur à valider, j'ai la validation responsable commerciale à opérer. Donc, je peux très bien sélectionner mon élément ici. D'accord? Donc là, moi, je suis intégré dans un processus de validation d'une facture fournisseur, c'est-à-dire que je prends part à une étape de validation, soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, par exemple, peu importe. Et donc, j'ai une tâche à faire qui m'a été attribuée par quelqu'un qui, dans notre organisation, est venu insérer la facture et maintenant, on va venir la traiter avec un processus de validation avant son intégration définitive en comptabilité, par exemple. De ce fait-là, moi, j'ai une tâche à faire, c'est ce que je vois apparaître là. Donc, tout ça fait partie aussi de la dimension collaborative, où
où moi je suis un maillon en fait de la chaîne de validation de la facture fournisseur, j'ai quelque chose à faire et une fois qu'il est fait, je sais déjà ce que j'ai à faire, mais une fois qu'il est fait, ben, ça passe à la suite pour mes différents collègues. Couplé à ça, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des notifications. Vous avez quelque chose à faire, vous avez une tâche ici, soit dans le calendrier, soit dans les tâches qui vous sont attribuées ici. Eh bien, vous avez quelque chose à faire. Ce quelque chose à faire peut aussi vous arriver par mail pour vous informer en disant, voilà, tu as une facture fournisseur à valider pour telle date, de manière à respecter nos engagements et nos délais, par exemple. Une autre manière de faire de la collaboration, c'est d'utiliser, par exemple, les projets. Donc, si on vient ici voir notre projet, ou pas forcément, on peut utiliser aussi nos raccourcis. En fait, ici, moi, je me suis mis mes favoris, par exemple. Donc, ce sont les éléments sur lesquels je travaille régulièrement, qui sont disponibles ici de suite. Et ce projet-là m'intéresse, par exemple. Et comme on le disait, on va avoir un certain nombre de tâches à faire. Ces tâches, ça peut être lié à des processus commerce, des processus achat. Mais ça peut aussi être lié à des projets. C'est-à-dire que dans mon projet, il y a des tâches de conception, il y a des tâches peut-être de réalisation d'un prototypage, il y a des tâches d'achat, il y a des tâches de rédaction de tout un tas de documents, il y a des tâches de mise en prod, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes de tâches et de vie autour du projet. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de tâches ici qui peuvent être listées. Et ce qui est intéressant d'un point de vue dimension collaborative, c'est que le projet peut être visible en fait d'une manière Gantt pour pouvoir mesurer son avancée. Et donc là, notre projet a une vie où on a une étape d'étude qui est décomposée en mise en plan, en conception. Après, on peut imaginer éclater ça de manière plus ou moins précise en fonction de nos besoins. On a un certain nombre de réunions qui sont positionnées, déjà de validation. On va positionner. Ça, c'est propre à chacun à la constitution d'un projet. Bien entendu, on peut mettre en place des projets modèles pour aller vite dans la constitution d'un nouveau projet avec des phases modèles à chaque fois, si c'est tout le temps les mêmes. Et mesurer l'étape d'avancement de notre projet. De ce qui est en surbrillance n'est pas fait, ce qui est grisé est déjà fait, etc., etc. De voir à qui est affectée la tâche, quand est-ce qu'elle débute, quand est-ce qu'elle finit, quels sont les liens, etc. Donc ça aussi vient apporter une dimension collaborative supplémentaire en chapeau, on va dire, si on travaille dans un mode projet. Et là, bon, simplement, vous prenez, vous glissez, vous déposez, on élargit en fonction de nos besoins, on travaille à la semaine, à la journée, etc., etc. Donc cet élément-là aussi, d'un point de vue projet, fait partie de la dimension collaborative. Et un des derniers points qu'on avait listé, c'était les workflows. Donc les workflows, on le verra tout de suite après. Donc les fameux workflows qui font partie intégrante de la dimension collaborative. L'idée, c'est d'apporter de la valeur à un contenu, en fait, à travers un processus. Aujourd'hui, où à travers ce workflow-là, on va décrire un processus métier de l'entreprise, en fait, et ça peut être des choses totalement diverses et variées en fonction des besoins de chacun. Ça peut être des validations documentaires, ça peut être des workflows d'avancement d'affaires, des workflows d'avancement de traitement de commandes, ça peut être des validations de factures fournisseurs comme on l'a vu, ça peut être des validations autour de la gestion des ressources humaines, par exemple, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'exemples, divers et variés, en fait, en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Donc un workflow, c'est simplement une succession d'étapes, on va dire en série ou en parallèle, les unes à la suite des autres, et chacun a une action à faire autour d'un workflow qui va faire que le workflow avance. Il peut y avoir des choses automatiques, bien entendu, et on peut mettre en place, on va dire, un certain nombre de verrous en fonction des besoins pour contrôler, sécuriser l'avancement de notre workflow. Est-ce que le document est bien présent? Est-ce que le document est bien présent pour tel client avec telle propriété? Est-ce que la date est inférieure à telle ou telle date pour pouvoir avancer? Et tous ces verrous qu'on a à l'esprit et qu'on a du mal à formaliser en fait dans nos processus mail et papier, eh bien, on va les sécuriser en fait à travers les fonctionnalités du workflow. Donc, dans M5, un workflow, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est le workflow d'approbation des factures fournisseurs. Encore une fois, c'est juste un exemple. Ça va dépendre des besoins de chacun, ici. Donc, j'ai une étape reçue en attente de vérification. Après, j'ai une étape vérifiée en attente d'approbation. Peut-être que c'est le même ou deux collaborateurs différents qui vont faire cette action-là. J'approuve. La facture est réglée ou elle est rejetée. Si c'est rejeté, je reviens reçu en attente de vérification, etc., etc. Donc ça, on va décrire en fait notre processus de cette façon. Ça, c'est un autre exemple en fait, à travers les approbations des contrats, le contrat qu'on a créé tout à l'heure, par exemple. Donc mon contrat se met dans un stade d'ébauche. Il peut être signé électroniquement ou pas. Ça dépend de mon besoin. Est-ce que je vais le signer électroniquement ou pas?
Et puis ensuite, mon document, soit il est signé numériquement le cas échéant, soit il est rejeté, soit il est approuvé. Et puis là, je vais avoir tout un tas de verrous, en fait, pour dire, voilà, le document est ou de relance, le document étant dans une étape en attente d'approbation avec signature électronique depuis tant de jours, et bien de lancer un mécanisme de relance auprès du responsable, par exemple, pour pouvoir faire avancer le workflow. Donc, d'un point de vue utilisateur, si je reprends mon contrat de tout à l'heure ici, qui est dans une étape de gauche qu'on voit en bas à droite, là, on va pouvoir le faire avancer. Et si on va le dire, je vais le mettre dans une étape en attente d'approbation sans signature électronique, par exemple. Et encore une fois, on peut apporter du contenu supplémentaire, si on le souhaite ici, pour la personne qui aura à valider ce document-là. Donc là, le document passe maintenant dans une étape en attente d'approbation sans signature électronique. Je l'ai affecté à moi, ici, puisque c'était dans le processus du workflow, il m'était attribué. Et encore une fois, ici, il va être affiché. Voilà, donc je dois le valider pour le 10. Ici, puisque c'est ce qui a été défini, on doit être à J+3, je crois, ou quelque chose de ce style-là dans le paramétrage du workflow. Et donc, je peux prendre mon document, soit je l'approuve, soit je le rejette. Là, on va l'approuver. Je fais avancer, en fait, mon workflow de cette façon-là. Alors, bien entendu, je peux l'ouvrir, je peux le visualiser, je peux aller regarder quels sont les liens, en fait, avec ce document-là. Peut-être qu'il a des liens vers des emails, vers un client qui lui-même a d'autres documents, etc., etc. Et maintenant, si on regarde ce document-là, en fait, dans les workflows, on peut engendrer aussi de la conversion en PDF. Voilà. Donc là, j'ai mon Word et mon PDF, ici, puisque c'est ce qui était indiqué dans le workflow, de générer cette conversion Word en PDF pour moi gagner du temps et supprimer cette tâche à non-valeur ajoutée, de venir enregistrer les Word en PDF pour pouvoir les diffuser à l'extérieur. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir utiliser ce PDF-là, par exemple, pour pouvoir collaborer avec notre écosystème externe à l'entreprise, soit envoyer le lien par email à l'extérieur de l'entreprise, soit envoyer le PDF directement, enfin du moins donner accès à cette information PDF à l'extérieur de l'entreprise. Puisque dans cet exemple-là, je ne veux pas communiquer mon Word directement. Ça m'intéressait de faire une conversion directe, Word vers PDF, et d'exploiter ce PDF-là ensuite. Voilà, et un des derniers points qu'on va aborder ce matin, c'est le versionning d'objets. Très souvent, comme on le disait en préambule, du fait de nos différents silos, on se pose la question de où est stocké mon document et dans quel répertoire il peut être, dans quel système d'information l'information est à jour et la bonne. En fait, avec M-Files, il y a un historique qui est à disposition et M-Files nous donne un accès à cet historique-là, et par défaut va proposer à l'utilisateur la dernière version qui est à jour. Et simplement, c'est l'utilisateur qui ira chercher dans l'historique ensuite s'il veut retrouver une ancienne version. Donc ça se fait de manière naturelle. En fait, l'utilisateur n'a rien à faire, c'est le système qui gère ce versionning. Et en complément de ça, bien entendu, on peut comparer deux versions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une version 1 et 12 par exemple, pour comparer quelle est la nature des modifications entre ces deux versions. Couplé à ça, on peut effectivement avoir une gestion d'indices majeur et mineur, facultative. On n'est pas obligé d'avoir l'un et l'autre ou les deux. On fait comme on veut en fonction de nos besoins par rapport à ça. Donc dans le système, ça se matérialise simplement de cette façon-là. Par rapport à un document, M-Files propose un accès direct à l'historique ici, et on va retrouver en fait la vie de notre document, l'étape de gauche, l'étape d'attente d'approbation ici, l'étape d'approbation en elle-même, les dates, qui a fait quoi. Donc là, on va avoir une traçabilité autour du document. Quelles étaient les propriétés, on peut même avoir l'aperçu, etc. et exploiter éventuellement une version 1 si on veut la réutiliser, et ainsi de suite. Mais du moins, on a un accès direct à l'historique des modifications de notre document, chose qu'on a des difficultés à faire avec un environnement Windows, mis à part faire des archives, des copier-coller, des choses comme ça, mais ce qui engendre de la duplication. Et voilà, et un des derniers points majeurs par rapport au contexte actuel, c'est que M-Files est accessible sur tout support, donc sur PC, mais également sur mobile et tablette. C'est-à-dire que quand on est dans un mode télétravail, en fait, simplement tout ce que je vous ai montré dans l'outil, tout ce que je vous ai dit dans la présentation, en fait, sont disponibles sur ces supports-là, dans le réseau interne à l'entreprise, mais également en home office, de manière à exploiter toutes ces fonctionnalités de ce qu'on a vu là, et de travailler dans un mode collaboratif. Donc, quand quelqu'un vient mettre un document depuis chez lui, moi, dans le quart de seconde qui suit, j'ai ce document-là, je peux l'exploiter, il est présent dans mes résultats de recherche.
cher, je peux le valider, etc. Et de s'affranchir de toute cette collaboration par email qu'on a pu à gérer et d'apporter une visibilité bien supérieure par rapport à ça. Ça fonctionne également en mode connecté et déconnecté, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de réseau, ça ne vous empêchera pas de travailler. Et après, c'est le système qui va resynchroniser vos modifications que vous avez pu apporter quand le réseau reviendra. Donc là, on a abordé un certain nombre de points. Bien entendu, il y en a d'autres. Il y a des points non abordés tels que l'ossérisation des documents, la dématérialisation. La facture fournisseur, par exemple, on peut imaginer qu'elle arrive depuis un scan, où on scanne, l'ossérisation vient lire les propriétés à l'intérieur de la facture PDF, et puis le système intègre ça, et après le workflow démarre tout de suite au niveau de la validation de la facture fournisseur. La notion de signature électronique, d'un point de vue juridique, qui est présente, qui peut permettre de signer électroniquement nos documents, par exemple. La gestion de projet également, qu'on a vu rapidement à travers le Gantt, à travers les tâches à faire et ainsi de suite. Ensuite, un point important, c'est qu'on va avoir un certain nombre de données, d'informations chiffrées, non chiffrées à l'intérieur de notre système. C'est d'exploiter ça en termes de reporting derrière. Voilà. Et puis les droits d'accès également, bien entendu, qui sont aussi un pavé important d'Enphase, de manière à sécuriser l'accès et de ne pas donner accès à tout et n'importe quoi à tout le monde, mais d'être sûr que quand vous recherchez, vous exploitez quelque chose, vous avez le nécessaire de ce qui vous est octroyé en termes d'accès. Et puis bien d'autres choses, bien entendu. Et tout ce qu'on s'est dit là, c'est valable pour tous les services de l'entreprise. Là, on a travaillé autour de la facture fournisseur, autour du contrat, autour du projet, on a parlé des clients, de l'ERP, etc. Bien entendu, on peut élargir ce spectre-là à la qualité, au service après-vente, à la compta, à la direction juridique, les services techniques, des gens qui sont en mobilité aussi, qui vont sur les chantiers pour installer les machines, ou faire de la maintenance sur les machines, qui peuvent prendre des photos directement avec leur smartphone, directement sur la machine, et mettre ça dans le système Enphase pour l'exploiter, à travers des personnes qui seraient restées au sein de l'entreprise pour déclarer une non-conformité. Voilà, tout un tas d'exemples comme celui-ci. On peut imaginer faire. Donc, on a une chaîne YouTube en parallèle à ça. Donc, vous n'hésitez pas à aller sur le site Feelings. En fait, vous allez retrouver déjà un certain nombre de vidéos qui ont été faites sur différents thèmes, un petit peu plus ciblés, on va dire, que ce qu'on a fait là. Donc, les vidéos sont accessibles entre 30 et 45 minutes sur ces fameux thèmes précis. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ensuite, une chose importante, il est tout à fait envisageable d'essayer le produit. Donc, pour cela, n'hésitez pas à aller sur le système Feelings Distribution. Il y a un lien de téléchargement, ou même n'hésitez pas à nous faire un mail directement à moi, Delphine ou Vincent. Et dans ces cas-là, on vous enverra le lien de téléchargement. Vous verrez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué à installer, c'est pas compliqué à utiliser. Et au bout d'une heure ou deux qu'on pourrait passer ensemble, vous allez savoir utiliser le produit, créer vos propres documents, vos modèles, rechercher, etc. pour commencer à appréhender un petit peu ces aspects-là. Merci Thomas.